Mais dans l'un de mes souhaits, ce que je voudrais, c'est faire passer suffisamment de ce à quoi je crois pour que l'on ne doute pas qu'on ne doute pas de ce que je pourrais dire, de ce que j'ai dit. Ce n'est pas, malgré quelque chose qui pourrait sembler très simple comme ça, on a connu des périodes pas très très lointaines où l'on parlait de sincérité, de la sincérité. Je ne vais pas en parler, mais c'est vraiment pas ce qui me retient. Je dirais c'est vraiment pas ce qui me retient parce que qui est-ce qui peut faire une table sans être sincère? Pas possible. À la rigueur, si on peut dire comme ça, le type qui met en place les roues sous les bagnoles chez Renault à la chaîne, je souhaite, et il faut souhaiter pour lui qu'il ne croit pas à ça. Ouais. Mais quand il sortira, il faut qu'il croie à ce qu'il va respirer, à ce qu'il va regarder. D'accord avec lui, après avoir été concassé par tout ce qui s'agite et bouscule dans l'atelier. L'atelier de ces usines, ce n'est pas l'atelier que j'ai. J'ai travaillé dans les ateliers et j'ai connu de près et de l'intérieur l'épouvantable destruction que le bruit entraîne en l'homme. L'effroyable éclatement que les mêmes bruits provoquent comme dérapage et cataclysme dans la tête des femmes qui travaillent dans ces ateliers. Je n'ai jamais oublié ce que j'ai vécu pendant la guerre. C'est vrai, nous avions sur le dos les gardiens allemands, c'était à Paris, enfin dans la banlieue parisienne, à Suresnes. On avait des gardiens allemands, on avait des techniciens allemands, il y avait un directeur de l'usine qui avait fait en sorte que soit réquisitionné l'ancienne usine de chez Farman. Ça se passait à Suresnes. On avait sur le dos ces gens. Je ne dirais pas il n'y avait que nous pour pouvoir décider de ne plus les avoir sur le dos. C'est tout à fait à côté du sujet. Il faut avoir vécu ça pour savoir qu'on n'est pas le maître de la situation, mais on peut le devenir. J'ai vu des hommes ayant perdu toute foi, non pas dans les simples valeurs de l'homme, ça n'existe pas les simples valeurs. Il y a valeur où il n'y a pas. Eh bien, ces valeurs-là étaient en miettes. Je ne peux pas parler, moi, de mes valeurs. Je n'ai jamais su ce que c'était que ça. Mais
je suis passé par l'autre bout, l'autre chemin. Et sans doute que ma vie d'enfant, d'adolescent, parce que je suis rentré dans le travail en étant encore un enfant. Je travaillais très tôt sur les marchés, très tôt le matin, debout pour aller décharger les camions, faire des tas et des piles de tous les légumes, puisque c'était dans les légumes que j'étais, avec ma mère. J'y allais théoriquement pour soulager ma mère, mais j'y allais aussi pour gagner les pièces. Parce que j'étais très jeune, on me payait moins cher. Je faisais autant de boulot qu'un homme. J'avais un certain honneur aussi à en faire autant. Et j'ai vu des hommes abuser de leur situation. Et je dis ça parce que c'est donc très tôt que j'ai vu que parmi les miens, j'entends par là parmi ceux de ma condition, enfin ceux de la condition de qui j'étais, à qui j'étais lié, enfin je faisais partie de la condition, c'est-à-dire des hommes qui n'avaient aucune qualification professionnelle, dont certains, ils étaient rares, mais lorsqu'ils étaient, c'était lumineux, dont certains avaient une intelligence dont ils se servaient de façon je peux dire de façon exemplaire et explosive. C'est-à-dire de l'art de la destruction la plus complète. Ce qui leur permettait, parce qu'ils étaient intelligents, de faire face à ce qu'ils devaient vivre et porter. Il n'était pas question de supporter dans ce monde-là, dans ce milieu-là. C'est un milieu qui n'a pas disparu. C'est un milieu qu'on doit aujourd'hui trouver ailleurs, chez des hommes et des femmes qui vivent une misère qu'ils ne reconnaissent pas comme étant une misère. Vous voyez ? Chez moi, je ne vais pas m'étendre là, mais ça m'a formé. Je ne suis pas devenu, par un simple effet extraordinaire, tour de je ne sais quelle magie. C'est tout à fait faux. Né là où des gosses comme moi venaient, vivaient, ce n'était pas l'école du mensonge. Je pense que personne ne mentait. Il y avait peut-être l'école du rêve dedans, si on peut dire l'école, mais enfin, il y avait vraiment les rêveurs éveillés qui allaient au boulot avec je ne sais quelle image de leur condition intérieure dont ils ne savaient rien, mais dont ils se croyaient en quelque sorte investis, et qui, quand on leur posait la question, pas moi, j'étais trop gamin à ce moment-là, après j'ai posé des questions, mais il y en avait une poignée, quand on leur posait la question, par exemple, j'ai connu quelqu'un qui était décapeur au chrome. Décapeur au chrome, qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait au sable, c'est-à-dire avec un jet de sable que propulsait un compresseur, et c'était un sable évidemment par de minuscules parcelles de grains extrêmement corrosif, on doit dire comme ça, grattant, limant le métal pour le mettre, comme on disait, la chair à vif, c'est-à-dire le métal à vif. Et ça se voyait très très bien quand le métal était à vif. C'était presque un métal qui hurlait.
et ce qui permettait ensuite de projeter de la peinture qui, sur l'aspect que le métal avait revêti, était une peinture qui allait tenir de façon tout à fait exceptionnelle. On ne met pas du minium sur du duralumin, mais il faut le décaper et en quelque sorte le mordre à. Mais quelquefois, il était utile aussi de passer une sorte de giclée, de brouillard assez épais, et de liquide tout à fait corrosif, alors celui-là, rongeant un peu les derniers les dernières, disons, poussières infiniment petites, presque pas visibles à l'œil, mais qu'au toucher on pouvait ressentir, qui faisait comme une très très fine petée d'émery sous le doigt. Or, il fallait que ça soit lisse, presque comme chromé, pour que la peinture s'applique dessus. J'ai connu un type qui était là. Ce qu'il faisait était mortel. Là, je n'étais pas enfant. J'avais 16 ans. C'était juste en 40. Et j'avais assisté un peu, enfin je portais le sable, moi. J'avais trouvé ça comme boulot. J'avais un chariot et je portais le sable. Et peu de temps avant, j'avais eu un autre chariot dans une autre usine et je portais le coton. Enfin, je chargeais le petit chariot de coton et j'allais le porter quelque part. Et là, j'allais chercher du sable que je mettais dans un chariot qui avait une forme de benne et je poussais ce chariot sur des rails. Et puis, je chargeais la cuve du compresseur qui projetait par aspiration le sable ultra fin sur ces parties. Bon, le type qui faisait ça, dont j'ai gardé de lui, à tort ou à raison, une sorte de beauté du visage et des gestes, donnait l'impression de voler en faisant des grands gestes de droite à gauche, alors que j'avais vu d'autres types le faire de façon fixe et comme entêté, obstiné, comme s'il disait au métal « tu me fais chier, je t'emmerde ». Lui, c'était des nuages qui passaient, et je crois qu'il travaillait même mieux que les autres. Il avait un grand masque, comme un scaphandrier. Et puis quand il avait fini ça, il passait justement ses mains, et tout ça, il me faisait toucher, me faisait signe de recharger, mais en attendant, il passait un coup d'acide dessus, avec un autre jet d'un autre petit compresseur. Et là, il ne gardait pas son masque, parce que, disait-il, le produit qu'il passait, très volatile, le sable, il passait un coup de sa main dessus pour faire comme un essuie-glace, mais les parties corrosives de ce liquide qu'il projetait sur le métal, il ne pouvait pas passer sa main, ça s'étalait sur le verre, ça le gênait. Alors il passait ça à toute vitesse, et c'était la finition de son boulot. Et là où j'étais, c'était à plusieurs mètres de lui, la puanteur de ce liquide projeté et la canne de tout qu'elle entraînait chez moi m'avait amené à la cantine à lui poser des questions, mais les questions que je m'étais formulées, c'est que c'était un homme, jeune sans doute, enfin 30-40 ans pour moi c'était déjà un sacré bonhomme. C'était, je ne vais pas dire compte tenu de la beauté que je lui trouvais, de sa beauté, mais il était d'une beauté qui me bousculait, les cheveux ondulés, un diadème dans les cheveux pour les empêcher de voler à tout vent, un nez très beau, une bouche, un visage un peu maigre, toujours parfaitement bien rasé, dans une sorte de salopette décolorée, mais très très belle, enfin, bleu ciel, enfin, bon, elle avait été bleu foncé un temps, mais... Et à la cantine, je m'étais rapproché de lui, j'ai dit, je peux manger ma gamelle avec toi? Oh, ouais, vas-y. Et puis voilà, on avait causé de choses et d'autres, mais choses et d'autres avec lui, ça n'existait pas. C'est moi qui causais de choses et d'autres, et il me regardait, et il avait vraiment l'air de me dire
Tu veux pas me dire autre chose? Il attendait autre chose, ou il attendait que ça ne passe. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, je parle un petit peu comme ça dans le vide, c'est pas ça que je veux te demander. Et il m'a dit, je le savais. Je lui ai dit, voilà, je sais pas comment te le dire, mais un petit peu comme ça, directement, faut m'excuser, mais le liquide que tu passes à la fin sur les pièces, tu crois pas que ça va abîmer? Alors il m'avait regardé. J'osais pas dire le dernier mot. Et il me dit alors, ça va abîmer quoi? Alors, je lui dis, tu vas te foutre de moi, mais je me demande, ça va pas abîmer ta tête? T'es beau, hein? Alors il avait un peu souri, il s'était pas moqué de moi. Et il m'avait répondu après. Et voilà, il y a des... Je ne m'étais pas dit ce que je vais dire maintenant, mais je me le suis dit après. Parce que il a fini par mourir, celui-là. Et je crois que il y a des saints. Dans les usines, il y en a partout. Et lui, c'était un saint. Et il était saint par sa beauté. Mais en plus, il était saint parce qu'il avait à l'intérieur de... À l'époque, je disais qu'il y avait la tête. Je ne pensais pas qu'il y avait le cœur aussi. Mais c'est pareil, le cœur, il est dans la tête. La tête, elle bat à l'intérieur du cœur. Et quand je lui ai dit ça, il m'avait regardé. Il a mis sa tête sur le côté. Il a retiré son diadème comme s'il se découvrait, comme s'il voulait être plus nu devant moi. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Ça, c'est pas après que j'ai pensé à ça, c'est sur le moment. Et si j'avais eu un diadème, j'aurais retiré mon diadème. Oui. Moi, j'étais un jeune. J'avais au moins 10-15 ans de moins que lui. Je crois qu'il avait 30 ans. Je sais pas. Peut-être un peu plus. Il m'a regardé, il m'a souri. Il m'a dit, tu te rends compte de ce que tu me dis? Je lui dis, oh, bah non, je dis... Mais je dis pas une connerie, je dis quelque chose que je pense. Dans l'usine, moi j'aime bien regarder les gens qui sont beaux. Il y en a. Ah oui, ben un jour il faudra qu'on fasse une virée tous les deux. Tu sais que j'ai le droit, toutes les heures et demie, à peu près, toutes les 2 heures, j'ai le droit de m'aérer. Je vais boire du lait. Enfin, il y a une fille là qui fait la peinture toute la journée. Elle a le droit à son litre de lait le matin, puis à son litre de lait l'après-midi. Elle le boit jamais. Moi, j'ai droit à du lait, je le bois. Mais j'ai aussi droit à faire un tout petit tour de 10 minutes. La fille là-bas qui boit pas son lait, elle fait son petit tour, mais elle fume une cigarette. Moi, je fais pas ça. J'ai pas envie de crever pour eux. Faudrait qu'un jour on fasse un petit tour tous les deux, puis que tu me montres tous ceux que tu trouves beaux. Alors, j'étais, je pourrais dire que j'étais comme confus, enfin, ému, dérangé. Je pourrais jamais lui dire qui est-ce que je trouve beau, puis si j'y réfléchissais bien, j'en voyais pas beaucoup. Dans le fond, j'avais dit une parole un peu plus large que la vérité. Mais je lui dis d'accord, un jour, tu me diras, quand le moment sera venu pour que tu t'arrêtes, tu boives ton lait, puis que tu fasses ta petite promenade, tu me le diras, puis je le ferai avec toi. Moi aussi, j'ai le droit de marcher avec toi, ou bien tu viendras avec moi vers le sable, mais on n'ira pas directement, on fera un tour, on passera par une autre porte, et puis on aura marché ensemble. C'est arrivé. Moi, j'ai passé plusieurs jours, je pense même que c'était au moins une semaine, à repousser, non pas ma demande, mais la proposition qu'on avait ensemble plus ou moins conclue. J'attendais qu'elle vienne de lui. Mais je le regardais de plus en plus en redoutant quelque chose pour lui. Et c'est lui qui m'a dit, tiens,
Tout à l'heure à la pause, alors la pause ça devait être autour de 9h moins le quart. Au lieu d'aller manger mon casse-croûte au vestiaire, je le mangerai en marchant, je passerai par dehors, on ira au tas de sable et puis je reviendrai. Ça fera les 10 minutes, quoi. Alors j'ai ramené mon dernier petit tas de sable là, enfin mon petit chargement. Et puis quand tout ça a été vide, je l'ai regardé, il m'a dit bah, si tu veux tu marches. Alors j'ai marché avec mon petit chariot, lui il me suivait par derrière, il commençait à mordre dans son pain. Et puis par la porte menant dans la cour, enfin dans un passage qui entourait l'usine, il est sorti derrière moi, on a fermé la porte, puis j'ai marché tout doucement. Et lui à côté de moi. Et il me dit, t'as pas de casse-croûte? Je lui dis non. Tiens, prends-en un bout. Non, non, je veux pas, prends-en un bout. Alors j'ai pris un bout du casse-croûte qui me tendait, et je mastiquais le casse-croûte, mais je mastiquais pas un casse-croûte. Je mastiquais la nourriture qu'il aurait dû avoir, lui, dans son estomac, pendant que moi je la faisais passer dans le mien. Mais il se passait comme un phénomène, c'est-à-dire que je me sentais comme empli de lui. Et à un moment donné, j'avais presque fini le pain, je lui ai dit, j'ai l'impression que je t'ai mangé. Et il m'a dit, tu sais, on a tous de drôles d'idées. Eh ben, il faut pas les détruire, ces drôles d'idées. Tu viens de me dire, bon, ben, tu vois, ça c'est... Je sais pas si c'est vrai ce que tu as dit. Si, c'est vrai. Bon, enfin, tu comprends bien que personne ne pourrait croire à ce que tu viens de dire. Oui, oui, je te crois. Eh bien, moi, je crois que c'est vrai. Je t'ai donné du pain, tu viens de le manger, et c'est comme si il était dans mon estomac, ou comme si ton estomac recevait quelque chose qui aurait dû venir dans le mien. C'est un petit peu comme ça. Et tu n'as pas à te défendre de ça. Je m'en défends pas. Non, mais tu n'as pas à le dire à d'autres. Ah, ça, je ne dis jamais ça, des choses comme ça, je dis pas. Et tu as des choses comme ça en tête. Ça m'arrive. Et tu as quel âge? J'ai 16 ans. Et tu sors, une fois que l'usine est fermée, qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi, je passe par les quais, je traverse la passerelle, et tu rentres directement chez toi. Oui. Tu t'arrêtes pour regarder un peu l'eau? Des fois, ça m'arrive. Alors il faut, à partir de maintenant, que tu t'arrêtes à tout ce que tu vois. Bah oui, mais je vois tout. Non, tu vois pas tout. Il faut que tu t'arrêtes là où tu dis « Ah, je vois ». Non seulement tu regardes, mais je vois. Tu comprends? Je sais pas, je ferai l'essai. Puis tu me diras après. Oui, je te dirai. Et tu peux t'arrêter devant un arbre. Ah oui, ça m'arrive. Eh ben, tu t'arrêtes devant l'arbre et puis tu le regardes. Et puis si tu as envie de le toucher, tu le touches. C'est plus facile que de toucher un homme. Je lui dis, j'ai pas tellement envie de toucher les hommes. Non, c'est pas du tout comme ça que je t'ai dit. Tu vois le boulot qu'on fait. Il faut considérer que c'est un boulot qui est provisoire. Oui. C'est-à-dire que ça ne sera pas toujours comme ça. Alors, dans ma tête, c'était transformé, et ça n'était pas juste. Dans ma tête, ça devenait, ça ne sera pas toujours comme ça, c'est-à-dire les Allemands ne seront pas toujours là. Mais j'ai eu la chance de ne pas oser lui dire ça, parce que j'ai compris, après, avec ce qui a suivi, que c'était pas ça du tout qu'il voulait dire. J'avais jamais entendu prononcer
je ne peux pas dire des paroles comme ça ou des phrases comme ça, mais dans l'usine, c'était tellement différent. C'était tu me fais chier, il me fait chier, je les fais chier, je les emmerde. Ce n'était que ça. C'était leur boulot qui se le mettent là, tout le temps. Et puis ça se tournait contre les filles. Celle-là, je la prendrais sous l'établi, je l'enculerais. Ouais, j'étais déjà vieux, mais je ne pouvais plus être comme ça et j'avais du mal à entendre ça. J'aurais aimé avec cet homme-là pouvoir parler, pouvoir lui dire ça. J'ai du mal avec les autres. Mais j'avais pas assez confiance en moi. J'avais déjà tout à fait confiance en lui. Seulement, ma timidité, qui est seulement une histoire d'âge, a fait que j'en ai plutôt parlé à la maison. Mon père n'était pas là. Je suis rentré à la maison. J'ai dit à ma mère, je voudrais te poser une ou deux questions. Ça concerne le travail. Ma mère n'était pas tellement ouverte parce qu'elle ne connaissait pas le travail dans les usines. Elle n'avait jamais travaillé dans les usines. Alors elle m'a dit, tu as des ennuis? Non, non, pas du tout, maman. C'est... Bon, tu sais ce que je fais? Oui. Et tu vas changer de place? Non, je crois pas. Enfin, pas encore. Mais ça va venir. Parce qu'à l'époque, je travaillais le soir et je travaillais un peu l'électricité. Alors, peut-être que je pouvais espérer un jour faire un peu d'électricité dans une usine, dans une autre usine, enfin, bon, ou dans celle-là. Mais je lui dis non, c'est pas ça. Il y a un sableur. Je lui dis, je lui amène du sable. Oui, tu m'as dit. Alors bon, il faudrait qu'il boive du lait. Il boit du lait. Il a le droit de se reposer. Il se repose pas, mais il marche pendant 5, 6 minutes, 10 minutes. Il va voir le pointeau. Il dit, c'est mes 10 minutes. Et puis il marche. Et puis il revient. Il a le droit de s'arrêter. Il boit son lait en même temps. Mange son casse-croûte. Bon. Alors quand lui il marche, moi c'est pas la peine que je lui fournisse du sable. La cuve à sable elle est pleine et je ne vais pas rester là comme ça au pied du compresseur. Alors je l'ai suivi. Je lui avais dit, il n'y a qu'à faire un tour par l'extérieur. Dehors on respire un peu, puis je chargerai encore du sable, puis toi tu rentreras, puis tu commenceras à sabler, puis j'arriverai après. Mais en marchant avec lui, et ma mère m'a dit, tu t'es fait prendre. Je dis, non, je ne me suis pas fait prendre. On ne peut pas nous prendre. Il a le droit à lui. Oui, mais toi, tu n'as pas le droit. Mais ça ne veut rien dire, on a le droit ou on n'a pas le droit. Si on a bien combiné, on a le droit. Là, tu te trompes. Oui, je ne me suis pas trompé. En tout cas, on est sortis tous les deux. Et puis là, il m'a dit que tout n'était pas fait, tout n'était pas joué. L'usine, c'est rien. C'est un passage. Ça va changer. Et la réponse de ma mère, qui voulait toujours me mettre à l'abri de tout événement qui pourrait pas du tout me mettre en danger, ou d'une certaine manière me mettre en danger, mais me mettre en danger à partir d'un point qui était prendre trop conscience, pour ne pas dire prendre conscience tout simplement, disons d'une situation. Enfin moi je crois que c'était tout à fait ça. Et elle m'a dit, méfie-toi de cet homme. Je lui ai dit, mais écoute, on ne peut pas dire ça. D'abord, tu ne le connais pas. Et puis, d'un autre côté, c'est un type qui est... Je suis sûr qu'il est très intelligent. Et puis, il a de l'expérience. Et ma mère m'a dit, tu sais, l'expérience, ça ne veut pas dire grand-chose. Ah, je dis, moi, je suis sûr que l'expérience, L'expérience, ça veut dire quelque chose. Non, non. Non. Je dis, il y a des ouvriers qui sont pas cons. Mais il y a des ouvriers qui sont pas cons, t'as raison. D'abord, faut pas dire des mots comme ça. Il y a des ouvriers qui sont pas bêtes. Oui, mais des ouvriers qui sont pas bêtes. Et qui sont pas cons en plus. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit en plus de ça? Rien d'autre que ce que je viens de te dire. Et puis, je me suis renfermé complètement dans ma coquille. Alors, elle s'est mise à me tarabuster comme ça. Elle m'a servi à manger, elle m'a donné un
petit verre de vin, et puis elle m'a dit alors et après, puis quel âge il a, et puis qu'est-ce que c'est comme homme, il est propre sur lui, etc. Alors, au début, je suis tombé là-dedans, un petit peu dans le panneau, comme on dit, mais j'ai tout de suite arrêté parce que j'ai compris que ma mère était à côté. Ma mère voulait me protéger, et en me protégeant, elle cherchait à me montrer que ce que je voyais, bah, c'était pas ce qui existait. Au fond, j'avais une vue qui n'était pas claire, quoi. Et je dirais que, de façon contradictoire, j'étais totalement persuadé que l'homme, le sableur, alors lui, c'était vraiment un type il avait compris. Et moi, je ne savais pas qu'on pouvait comprendre quelque chose. Je ne savais pas. Il était en train, sans le vouloir, de me faire comprendre que je pouvais voir, pas autrement, mais que je pouvais voir. J'avais peut-être pas encore vu. Ou peut-être que tout simplement, comme disait ma mère, il se fout complètement de toi. Mais je ne le pensais pas, ça. La malchance a fait que, peut-être 15 jours, 3 semaines après, plus de sableur. Il a été remplacé par un autre qui était un gros bonhomme, moustachu, gueuleur, qui, au lieu de boire du lait, buvait du pinard, était toujours en train de m'engueuler, etc. Et je lui ai dit une fois, alors lui, il voulait que je le vous voie. Je lui ai dit, vous savez, vous avez droit à vos 10 minutes, hein, pour vous promener. Vous faites le tour dans le hangar, dans l'atelier, quoi, c'était un grand hangar. Puis vous revenez, vous avez droit à vos 10 minutes. Et il m'avait dit, mêle-toi de ce qui te regarde. Je dis, non, mais je vous le dis parce que c'est vrai. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, ben, je dis, moi, je vais charger du sable et puis j'irai rechercher un autre chargement. Qui est-ce qui t'a appris ça? Je dis, c'est celui qui était là avant. Ah oui. Eh ben moi, je suis pas comme ça. Moi, mes 10 minutes, je les passe à travailler. Je dis, vous avez tort. C'est pas la peine de leur donner 10 minutes. Alors il m'avait jeté un œil, mais cruel. Et j'avais conclu tout de suite. Un peu hâtivement, mais avec beaucoup de justesse, j'en suis certain. Il n'est pas intelligent. S'il était intelligent, il aurait voulu savoir comment était le type d'avant. Et puis du coup, je lui ai dit, l'autre sableur qui vient plus, vous le connaissiez? Non. Non, vous savez pas ce qu'il est devenu? Si. Et qu'est-ce qu'il a? Il est parti dans une autre usine? Non, il est malade, il paraît. Ah oui, l'autre sableur était malade. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que c'est la première fois de ma vie de petit travailleur où j'ai eu une colère très grande. J'étais certain qu'on avait fait mal à cet homme. J'avais toujours en moi les paroles qu'il avait dites. Je ne les transformais pas, je les répétais scrupuleusement. Ma mère avait remarqué que j'avais un peu changé. Et ma mère était gentille avec moi. Et elle m'avait dit, il y a quelque chose qui ne va pas à l'usine. Et j'avais fini par lui dire, oh bah, je te l'ai pas annoncé, mais le sableur, bah, il est malade. Et ma mère m'avait répondu, écoute, même toi qui ne fais pas le sablage, mais qui amène le sable, j'y ai pensé, puis il ne faut pas que tu continues là-dedans, parce que c'est très malsain. Je dis, peut-être, et celui qui l'a remplacé, ou je dis celui qui l'a remplacé ne m'intéresse pas du tout.
C'est un... Il est bête, il a aucune intelligence, tu vois ce que je veux dire? Tu es bien jeune pour dire ça. Non, c'est pas exactement comme ça, je m'explique mal. Mais l'autre, tu comprends? L'autre, il était intelligent. Non, c'est pas comme ça que je veux dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Si celui-là il est bête et puis que l'autre il n'était pas intelligent, alors qu'est-ce qu'il y a? Ah mais tu le sais toi aussi. Alors tu sais quoi? Ben tu dois comprendre. Cet homme-là, qui est malade, j'aimerais le voir, tu vois. On y serait allés tous les deux, même si tu avais voulu, tu vois. Moi j'aurais été d'accord, tu vois. On aurait fait ça tous les deux. Je sais pas où il est, mais tu le sauras jamais. On ne sait pas. Je pourrais aller à l'infirmerie, je pourrais demander si quelqu'un connaît son adresse. Aller le voir, lui rendre une visite. Et pourquoi tu veux lui rendre une visite? Parce que je l'aimais bien. Oh, il avait combien? 35 ans par là, 40 ans. Tu ne peux pas avoir un ami, toi. T'as même pas la moitié de lui. Alors écoute. Non, mais c'est pas ça. Alors c'est quoi? C'est autre chose. Alors dis-moi ce que c'est. Si tu me dis ce que c'est, on ira le voir. Si tu veux, on fait un marché. Eh ben, pour moi, dans les usines, il peut même y avoir un saint. Pour moi, c'est un peu un saint, ce type-là. Ma mère m'a regardé. Je ne pense pas qu'on appelle ça faire des gros yeux. Elle a dilaté ses yeux, ils sont devenus très grands. Elle s'est mise à trembler de la tête, un peu comme si elle retirait sa combinaison. Enfin, c'était. Et puis elle m'a dit, on ira le voir, mais il faut pas dire ça. Je lui ai dit, c'est vrai, on ira le voir. On ira le voir, mais il faut pas dire ça. C'est pas ça. Je dis quoi, c'est pas ça? C'est pas ça un saint? C'est pas comme ça. Il était gentil avec toi, mais... Oh, puis les mois ont passé. Puis j'ai jamais pu avoir l'adresse. Puis comment est-ce que j'aurais pu avoir l'adresse? J'étais allé au bureau d'entrée, j'étais allé à l'infirmerie. Puis longtemps après, j'ai su que mon premier saint rencontré était mort. Je l'ai dit à ma mère. Ça l'a décidé à ce que je quitte l'usine, que je fasse tout pour rentrer dans une autre usine, qu'il ne fallait pas travailler là où un ouvrier. Ça s'est arrêté comme ça. Une fois, j'avais sans doute 17 ans et demi. Sur un marché, ma mère n'y travaillant plus, je faisais des suppléments le dimanche matin. J'ai vu un type s'approcher de mon immense tas de poireaux que je vendais et qui m'a dit, tu me reconnais? Je l'ai regardé, sa tête ne me disait rien. Tu me reconnais pas? Non. C'est pas toi qui poussais les chariots avec le sable dedans? Ah si, j'ai fait ça il y a 2 ans peut-être. Ouais. Tu sais que ça rend malade, hein? Ah, je dis oui, je sais, l'autre il est mort. Hein. Ouais, ouais. Moi aussi, je suis malade. Ah, vous travaillez plus? Je fais autre chose, je travaille assis. T'avais raison. J'aurais dû faire mon petit tour tous les jours, le matin puis l'après-midi. Oh, ça vous aurait pas empêché d'être malade, je lui ai dit. Ben, il m'a dit, alors qu'est-ce qu'aurait empêché? Je lui ai dit, je crois que rien n'empêche. Et toi, t'es pas malade? Oh, moi, je suis encore jeune. Mais je serai malade.
Qu'est-ce qui te le fait dire? Je sais pas. Un jour, je vais prendre froid sur le marché. J'ai déjà été malade en étant gamin. Et tu t'en fous? Je m'en fous pas. Je crois que faut faire attention, mais pas à ça. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse, et il y a des choses qu'il faut pas qu'on fasse, mais il y a des choses qu'il faut pas dire. Et vous, vous dites des choses qu'il ne faut pas dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je me suis souvent souvenu de ce que vous m'aviez envoyé chier. Vous vous rappelez pas? Non, je me rappelle pas. Ouais. Et avec l'autre, tu t'entendais bien? Très bien. Et pourquoi tu t'entendais bien avec lui? Je sais pas. Tu sais pas ou tu veux pas dire? Oh, peut-être parce que il était beau. L'autre, il était beau. Tu veux dire que moi? Non, je veux pas dire du tout que vous. Non. Mais lui, il était beau. C'est pour ça qu'il est tombé malade. Ben, et moi qui suis tombé malade. Alors je suis beau? Non, c'est pas simple comme ça. Tu te fous de ma gueule? Non, pas du tout. Au contraire. Qu'est-ce que tu vas me regarder comme ça? Ah, je vous regarde pas comme ça. Je vous regarde. Il a pris la botte de poireaux, et puis il a oublié de la payer. C'est pas grave. Il y avait tellement de bottes de poireaux en râpe que personne ne pouvait s'en apercevoir. Et j'ai eu quelque chose aussi pour cet homme-là. Je me suis peut-être rendu un peu plus compte à partir de lui. Plus à partir de lui qu'à partir de l'autre. L'autre, pour moi, il irradiait. Celui-là, c'était l'envers de l'irradiation. Il entrait tout en lui. Il lui était impossible de devenir beau. Mais j'étais sûr qu'il souffrait. Et c'est cette sûreté que j'avais, cette certitude que j'avais, qu'il souffrait, qui tout à coup, au milieu de mon tas de poireaux, m'aurait fait courir après lui. Et comme il était peut-être 1 heure de l'après-midi, un dimanche, c'est fini, il n'y a plus de clients, j'ai pris 2 bottes de poireaux, une sous chaque bras, et puis je suis parti un peu dans la direction qu'il avait prise. Je suis sorti du marché, c'était près de la rue Escudier, à Boulogne, et puis il y avait 2 rues. J'ai pris celle qui était la plus proche, et j'ai vite couru, et je l'ai retrouvé, il était au loin. Il marchait très doucement, voûté. Je ne l'avais pas vu voûté tout à l'heure. Et je l'ai sifflé. Il s'est retourné. J'ai fait signe, mais j'avais une botte de poireaux sous chaque bras. J'ai dit, arrêtez-vous! Il s'est arrêté, il m'a regardé arriver vers lui. Il n'est pas venu au-devant de moi. Et puis je me suis arrêté à ras de lui, à ras de son corps, de son visage. Je lui ai dit, je voulais vous donner ça, parce qu'il y en a toujours en rab. Ça se garde. Alors il m'a regardé, lui. Je me demandais s'il allait l'accepter ou s'il allait me dire non, j'en veux pas. Et c'était un peu à ça que j'allais, non pas le juger, mais que j'allais décider dans ma tête de voir ça autrement. J'ai dit alors, il faut les prendre, hein. Un sous chaque bras, puis l'autre dans votre sac, là. Il a mis une botte de poireaux sous chaque bras, il les a bien serrés. À un de ses bras pendait le sac avec une autre botte de poireaux qui dépassait, puis les fans qui pendaient. Il s'est tourné, puis il est parti. Il m'a pas dit merci, mais c'était beaucoup mieux comme ça. Il était tellement voûté. Jamais il avait été comme ça.
Et puis de gros qu'il était, ou que j'avais gardé, moi, comme image, je le trouvais maigre, je voyais une bosse dans son dos. Et puis la nuque qui sortait du col de sa veste, il était habillé en bleu, comme on était tous. Sa nuque était maigrichonne, on aurait dit un oiseau qui aurait eu les plumes mouillées, puis qui aurait collé sur la peau, sur la chair. Puis derrière, il avait... Jamais j'avais vu ça. Il avait perdu des cheveux, c'était un peu comme une tonsure. Il flottait dans ses fringues. Je l'ai suivi sans bouger depuis le trottoir où j'étais. Puis il a tourné dans l'avenue. Je crois que c'est l'avenue Jean-Baptiste Clément qui est plus bas. Je me disais, il va se retourner pour voir si je regarde, mais non, il ne s'est pas retourné. Il a tourné. Et puis il a disparu. Il habitait pas loin, peut-être, de chez moi. Je ne l'ai plus jamais revu. Je suis remonté vers mes poireaux. Et puis je me demandais. C'est une autre forme de saint.